Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Quel plaisir de vous retrouver tous pour le Séquence numéro 6. Salut Maxence, comment tu vas ? Salut, ça va ? Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu particulier parce que c'est un épisode qu'on avait envie de faire depuis un petit moment, même si on est qu'au 6e. On a reçu des scénaristes, on a reçu le co-scénariste de Un petit truc en plus, on a reçu le co-scénariste de Le Fil avec Daniel Auteuil, et on échange tous avec nos autres invités sur la structure scénaristique, qu'est-ce qui fait un bon scénario, quels sont nos trucs et astuces. Et finalement, on s'est dit, mais quoi de mieux que d'inviter un expert en fait. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Bah super. Marc-Olivier, merci d'avoir accepté l'invitation. On va rentrer en détail sur qui tu es, ce que tu fais, mais je vais laisser déjà la parole à Maxence qui va t'introduire en quelques mots. Bonjour Marc-Olivier, on est ravis de te recevoir. Donc, pour t'écrire un petit peu qui tu es un réalisateur, scénariste, passionné d'arts martiaux. Et tu es surtout en fait l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Petit Manuel du scénariste. Là, tu viens de le ressortir justement il n'y a pas si longtemps ça, si je me trompe pas, c'était le 9 octobre 2024 qu'il était sorti sous une réédition où tu as apporté quelques petites précisions. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le point de départ à l'élaboration d'un tel livre ? Moi, j'ai fait ce livre-là et les autres. Il y a le petit manuel du script docteur et l'accident de vie, la clé pour construire un scénario. Donc, il y a 3 volumes. Puis un 4e, là, sur lequel je suis depuis 4 ans. Donc, qui va s'appeler Le Grand Manuel du dialoguiste. Pourquoi moi j'écris ces livres ? Parce que, en fin de compte, c'est les livres qui m'ont manqué, tout simplement. Donc, tu parlais des arts martiaux, donc c'est, en fin de compte, la volonté derrière, c'est une passation de savoir. Donc, faire en sorte que les générations qui me suivent aillent plus vite que moi, passent pas des années à lire tous les théoriciens, parce qu'il y en a pléthore, et puis voilà, essayer de condenser tout ça, et surtout d'amener une méthodologie. C'est ce qui manquait, parce que quand je lisais tous ces livres, il y avait des choses qui étaient lumineuses, on gardait une chose ou deux, mais après, et surtout quand on est jeune, on se dit, mais c'est bien ça, mais je fais comment moi ? Comment je commence ? Comment je progresse ? Comment je travaille mon récit ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Comment je peux juger ? Voilà. C'est ce que j'ai essayé d'apporter, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de nos invités qui nous ont parlé de ça, qui nous ont parlé de leur rencontre avec les livres de Truby, de Mackie, et qui faisaient aussi un constat que c'était pas forcément toujours adapté à eux, ou en tout cas qu'ils ont dû finalement un peu, je dirais, dépasser
cette méthodologie, en tout cas ces méthodologies. Donc ça, on va rentrer justement. On va avoir tous la chance, toutes et toutes aujourd'hui, de connaître les clés du scénario parfait. Je te mets pas la pression, hein, Marc-Olivier, mais. Non. Et pour tous ceux qui veulent retrouver les livres de Marc-Olivier, j'en parle tout de suite parce que sinon je vais l'oublier, je me connais très bien. Tous les liens sont dans la description du podcast pour pouvoir effectivement commander le petit manuel du scénariste, première et deuxième édition. Et puis celui du Script Doctor aussi, dont tu nous parlais juste avant. Je laisse la parole à Maxence. En soi, en fait, on va essayer de suivre un petit peu le cheminement de ton dernier livre et essayer d'implémenter un petit peu à chaque fois sur ce que tu dis et d'en comprendre un peu plus. Donc, faut savoir que le premier chapitre, on parle vraiment de la tyrannie du sens, donc vraiment de la genèse de l'idée. Qu'est-ce qui fait une bonne idée selon toi? Ça, c'est une question difficile. Un 5e livre va t'arriver. Je vais la prendre à l'envers. En fin de compte, moi, je pars du sens parce que le sens, il définit tout, en fin de compte. Et s'il y a des critiques à faire parfois sur des récits, c'est le manque de sens. Du point de vue de l'intrigue, tout ça, ça marche très bien, mais une fois qu'on est arrivé à la fin, ouais, so what, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que j'ai appris avec ce personnage? Voilà, donc en fin de compte, c'est le sens le plus important. Donc moi, c'est la base de ma méthodologie. Et en plus, ça revient à l'auteur. C'est un peu comme Paul Schrader. Vous connaissez la façon dont il sélectionnait les prétendants à ses stages, hein. Il avait 700-800 personnes qui postulaient. Il en prenait que 10. Donc, il leur demandait d'écrire sur un papier faites-moi le synopsis de votre vie. Et de l'autre côté, il leur demandait leurs problématiques. Donc, il y avait plein de gens qui partaient, effectivement, qui disaient moi, je suis pas là pour faire de la psychanalyse et tout ça. Donc, et en fin de compte, ma méthodologie, j'ai fait un parallèle, c'est la même chose. Il faut revenir à l'auteur. Déjà, pourquoi on veut raconter une histoire? Forcément, ça a du sens. Il y a des choses, ça ramène toujours à notre propre histoire. Et pour moi, comme l'auteur, c'est le sens qui est le plus important. Ça va tout définir après. Ça va définir le choix du casting, le traitement de l'image, la structure. Ça va définir, en fin de compte, tout l'ensemble du film, depuis le scénario jusqu'à sa réalisation. Je rebondis sur ce que tu disais parce que il y a beaucoup de scénaristes des fois qui disent ouais, mais ma vie elle est pas passionnante, alors c'est pas vraiment moi que je sais pas ce que je peux mettre de moi dans ce sens. Comment tu les éclairerais? Moi, quand je donne des cours, je donne beaucoup de cours dans différentes écoles de cinéma et d'audiovisuel. Je pose toujours une question qui est embêtante, c'est déjà pourquoi vous voulez faire ce métier? Vous voulez monter les marches de Cannes, briller, vous avez besoin de reconnaissance, ou vous avez des choses à dire. Voilà. On a tous, et ça a été l'objet du livre sur l'accident de vie, on a tous un accident de vie dans sa vie. On a tous quelque chose qui a défini notre personnalité. On a tous un traumatisme quelque part. Et un accident de vie qui soit positif ou négatif. Par exemple, un réalisateur qui a 7-8 ans, enfin qui va devenir réalisateur, qui est emmené par son père au cinéma et qui d'un coup découvre le film, le cinéma, et qui se dit, et ça ouvre sa passion, moi c'est ce que je veux faire dans ma vie, absolument. Donc ça va être un accident de vie positif, ça, mais qui peut faire en sorte que sa vie soit négative derrière, parce qu'il va tout consacré à ça, et il va avoir des problèmes avec sa famille, avec sa femme, parce qu'il n'est jamais là. Donc vous voyez, c'est un accident positif, ça. Pourtant, ça va être négatif dans sa vie. Donc, pour moi, un auteur, il doit faire une introspection. Quand il a un sujet en tête, il doit le ramener à lui. C'est comme un miroir. Pourquoi cette histoire m'intéresse? Pourquoi je veux raconter cette histoire? Qu'est-ce que je dis avec? Et qu'est-ce que je dis sur moi? Vous savez très bien que il faut toujours parler des choses qu'on connaît. C'est là qu'on fait les meilleurs récits. Et donc, forcément, ça nous ramène à nous. J'espère que je suis pas très clair. C'est pour ça que je fais des livres, pour être plus clair. Ah non, c'est très clair. C'est très, très clair. Donc, il y a vraiment cette notion de passer un message important, mais à travers une émotion qui va captiver un spectateur. Comment on identifie ces émotions qui vont être les plus justes, justement, pour
pour passer le message, le bon message? On revient à ce que je disais, parce que si tu racontes une histoire, par exemple, une histoire sur une enfant, une petite fille par exemple, maltraitée, violée, souvent on s'aperçoit que l'auteur, c'est ce qu'il a subi. Donc elle est la mieux placée pour pouvoir raconter ce type d'histoire et toutes les émotions qui vont avec. Donc ça ramène à l'auteur, encore une fois. Moi après, tu pourrais me dire, oui, mais si on demande à un scénariste de travailler sur un épisode de série, alors qu'il n'en est pas l'auteur, il n'est pas l'auteur du concept. Pour moi, c'est un autre travail, ça. Ça, c'est vraiment un travail de technicien, de scénariste pur. Et puis, il y a le travail d'auteur. Donc, il faut se situer aussi par rapport à ça. Quel cinéma on veut faire, quelles histoires on veut raconter. Donc, ça ramène aussi à l'auteur tout le temps. Voilà, pour moi, c'est la pierre angulaire, ça. Après, le reste, c'est que de la technique. Ça s'apprend, comme fabriquer un meuble. Donc, il faut avoir tous les outils, connaître les outils, ce qu'il faut faire et pas faire, ou comme un architecte. Si les fondations ne tiennent pas, on peut mettre les plus beaux volets et peindre, avoir la plus belle couleur sur la maison, elle va s'effondrer. Donc, je ramène toujours, et toute la méthodologie d'ailleurs de tous mes livres ramène à cette notion d'auteur. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que avec Maxence, on est co-scénariste dans la vie, on a un petit peu de bagage, pas beaucoup moins que nos invités, mais on le voit aussi quand on se pitch une idée. Tu vois, moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on en a 1 sur 10 qui est vraiment probante, en fait. Et quand on la pitch à d'autres, d'un coup, ça match tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait des 9 autres qui sont moins évidentes? Est-ce que tu as des outils, toi, pour les retravailler? Ou est-ce que tu dis, en fait, un pitch, quand tu le pitches justement à quelqu'un, si ça accroche pas, c'est que l'idée, elle est pourrie, elle aura jamais de seconde chance? Revenir au sens, à la thèse. Moi, c'est ce que j'appelle la thèse. Voilà, c'est définir en une phrase ce qu'on veut dire dans cette histoire. Je prends Rainman, par exemple. Rainman, c'est la thèse, c'est l'amour est plus important que l'argent. C'est aussi simple que ça. Et on va prendre un personnage, en fin de compte, qui est dans l'argent et qui va découvrir que l'amour est plus important. On a même sa transformation. Après, pourquoi je veux raconter cette histoire avec cette thèse? Pourquoi je veux raconter une histoire où l'amour est plus important que l'argent? Forcément, c'est que je l'ai vécu quelque part. Et si je l'ai vécu, c'est encore mieux. Parce que j'ai plus qu'à aller chercher en fond de moi le récit, les émotions, le parcours, même si, bien sûr, je fais un saut créatif par rapport à ça, mais encore une fois, c'est en moi que je vais aller puiser. Donc la question, pour répondre à ta question, c'est d'essayer de formuler la thèse de ces histoires. Ça nous ramène à l'essentiel et ça nous ramène au sens. Si on prend Rainman et qu'on repart de la thèse, on s'aperçoit que tout est exprimé par la thèse. On va avoir Rainman, donc Charlie au début du film qui est dans l'argent, c'est ce qu'on nous montre. Il a des problèmes d'argent. Il aime tellement l'argent que son interne, il est égoïste avec les autres personnages. Il maltraite son collaborateur, sa femme. On voit qu'il a un blocage affectif. Pourquoi? Parce que il a pas eu d'amour. Donc, vous voyez comment ça répond à la thèse? Et tout le parcours qu'il va faire dans ce film, c'est découvrir que l'amour est plus important. D'ailleurs, à la fin du film, il l'a jamais dit. Quand son frère repart, vous connaissez bien le film, hein, on va pas le résumer, et qu'il prend le train, il appelle sa copine, et c'est la première fois qu'il le dit, puisque sa copine n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, et il lui dit « Je t'aime ». Donc on a tout le parcours de la thèse. Et la thèse, donc le sens de l'histoire est primordial, puisque tout va être basé là-dessus. Même les personnages vont porter une variante de la thèse. Sa copine est déjà dans la thèse. L'amour est plus important que l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se fâche quand il kidnappe son frère et qu'elle lui dit « C'est pas bien ce que tu fais, je suis pas d'accord », et elle quitte l'hôtel. Son père, lui, est dans la thèse. L'argent est plus important que l'amour.
Et c'est ce qui fait qu'il va lui livrer la voiture, et ça va être le seul héritage, et il va encore l'humilier, là, le maltraiter. Et puis il y a Redman, donc, qui lui, il n'est pas du tout, puisqu'il est autiste, ni dans l'argent, ni dans l'amour. On croit d'ailleurs qu'à un moment, l'amour va le réveiller. C'est un peu l'espérance qu'on nous fait croire dans le film, mais non, il est autiste, et c'est d'ailleurs le climax du film. Il ne sait pas choisir entre l'amour de son frère ou l'hôpital. Il dit oui aux deux questions. Donc vous voyez la force du sens, pour moi c'est primordial, et on peut prendre tous les films, on va retrouver cette même mécanique si c'est extrêmement bien travaillé. On l'a dans Titanic, pareil, Titanic c'est la même thèse, c'est l'amour est plus important que l'argent. Donc une thèse peut donner, la même thèse peut donner des centaines de films. Qu'est-ce qui va faire la différence derrière? L'auteur, voilà, son parcours, puisqu'il a puisé chez lui, et comment lui il va exprimer cette thèse. Et est-ce que ça fait des bons films si on part sur une antithèse? Est-ce que finalement un film où Tom Cruise à la fin choisit l'argent, est-ce que tu as des exemples de films qui fonctionnent bien avec ça? Bien sûr. Mais on revient à l'auteur. Qu'est-ce que veut nous dire l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire intellectuellement? Bien sûr, moi je le fais travailler à mes étudiants. Une thèse, allez hop, on va travailler l'inverse exprès. Mais pourquoi je les fais travailler comme ça? C'est pour leur amener simplement la technique de travail par rapport à une thèse, hein, parce que ça va tout définir. Ils vont se rendre compte d'ailleurs que ça va tout définir, même leur structure. Et qu'après, quand ils vont réaliser le film, même le choix du support, la caméra, tout ça, ça va travailler pour le sens. Je prends un exemple, Feston, par exemple. Feston s'est tourné avec des petites caméras A8, donc un format un peu dégueulasse, parce qu'on nous raconte une histoire qui est dégueulasse. Et ça marche du feu de Dieu, vu le succès et la force de ce film. Moi, je pense que derrière l'auteur, il a certainement vécu ce genre de choses. Hein. C'est tellement bien raconté, c'est tellement... voilà, on sent l'auteur hein, derrière. Hein. Il y a un ancien professeur de scénario à moi qui nous avait dit en classe, si je me souviens bien, qu'il y avait 3 émotions principales pour captiver une audience. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec ça. Il prétendait que la frustration, la peur et le rire étaient vraiment les 3 outils clés pour justement passer un message. On en revient, je suis d'accord, au côté authentique de l'auteur de pouvoir passer son message, mais comment tu lui répondrais, toi? Par rapport aux émotions? Oui. Bah, de toute façon, d'ailleurs, je ne comprends pas ce que ça veut dire, moi, ce qu'il t'a dit. Là. Si on parle des émotions propres au récit, ça va être la crainte, l'espoir, et toutes ces émotions qui sont liées au récit, la surprise, donc qui est ni positive ni négative. On a l'ironie dramatique, ce qu'on appelait avant le suspense, c'est-à-dire une information qu'on donne au spectateur, mais pas à son personnage ou au protagoniste ou à l'antagoniste. Voilà les émotions du récit. On va éviter de taguer ton professeur Maxence dans les prochains postes. Hein. Ce qui est bien, c'est que je ne me souviens plus son nom non plus. Donc, c'est bien. Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, il y a les émotions de récit, et puis après, il y a les émotions qui sont propres à l'histoire. Ouais, je pense que son point de vue... Oui, là où nous amène l'auteur. Je pense qu'il avait un point de vue très technicien par rapport au fait de comment une audience peut réagir en observant un petit peu quelles étaient les 3 émotions les plus fortes pour tenir l'audience. Je pense pas que c'était nécessairement vrai. Il y a une réflexion, mais qui n'est pas forcément juste, à mon sens. Mais c'est pour ça que j'aurais voulu... Comment tu tiens ton audience? On le sait tous en tant que scénariste. Quand on demande aux Américains est-ce que c'est une bonne histoire, du conflit, encore du conflit, et toujours du conflit, hein, pour répéter, pour singer un peu qu'est-ce qu'une bonne histoire. C'est une bonne histoire, et encore une bonne histoire, et toujours une bonne histoire. Je crois que c'est un réalisateur français qui avait lancé ce petit théorème. Le conflit, c'est l'émotion première qui va intéresser le public par l'empathie. Hitler,
est un personnage horrible. Si je vous montre Hitler avec son chien avec lequel il est depuis 15 ans, et que le chien meurt, et que Hitler pleure, je vais avoir l'émotion. Ça me fait penser au film, tu sais, La Zone d'intérêt, qui est basé là-dessus, en fait, où on voit la vie toute charmante d'une famille dont le papa a un travail, c'est juste, en fait, qu'il est juste le directeur d'Auschwitz, et c'est horrible, sauf qu'en fait, on te le montre jamais. Et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que tu crées, en fait, un sentiment presque encore pire, encore plus complexe et conflictuel chez le spectateur, ouais. Le conflit, et pourquoi la thèse est importante? Parce que la thèse, ça va opposer deux valeurs, c'est-à-dire qu'on a le conflit originel. L'argent, l'amour, c'est le conflit originel de l'histoire, par exemple, de Redman, et qui va produire tous les autres conflits. Et après, à partir du moment où un personnage défend son point de vue, sa thèse, on a du conflit partout, dans les scènes, dans les dialogues, dans l'ensemble du film. Donc déjà, on est bon là. Si on a du conflit partout, forcément, on intéresse son spectateur. Quand on fait du script doctoring, très souvent, les problèmes qu'on retrouve, par exemple, chez un protagoniste, c'est qu'il ne vit pas assez de conflit. Donc, on ne s'intéresse pas à l'histoire. Alors que l'histoire, elle est intéressante, le sujet est intéressant, le discours à l'intérieur de l'auteur est intéressant, mais on décroche parce qu'il n'y a pas assez de conflit. Voilà. Il faut du conflit partout. Et si on n'a pas le conflit originel, donc celui de la thèse, à mon avis, on est mal barré. Hein. Est-ce qu'il existe beaucoup de thèses? Parce qu'en fait, quand on dit l'amour est plus important que l'argent, on va dire qu'il va y avoir peut-être l'amour est plus fort que la haine. Est-ce que toi, tu as identifié finalement peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 thèses et en fait, il n'y en a peut-être pas plus? Il y a beaucoup de thèses, oui, qu'on retrouve, et surtout l'argent et l'amour. Hein. Mais de toute façon, les thèses, c'est souvent l'amour contre quelque chose. Hein. C'est-à-dire l'interne contre quelque chose d'externe, en fin de compte. L'amour et le devoir. C'est le film Allié, ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. L'amour et l'honneur. La liste, elle peut être longue. Hein. Et puis une thèse, encore une fois, ça concerne l'auteur. Ça concerne deux valeurs. Généralement, c'est deux valeurs. Pour en opposer plus, il faut s'appeler Tolkien, hein, le Seigneur des Anneaux, qui est quand même un auteur extraordinaire, qui a inventé des univers. Mais à l'intérieur, il y a par exemple la valeur, le bien contre le mal, mais ça, il était assez cultivé et intelligent pour savoir que ça suffit pas. On sait très bien généralement que c'est le bien qui va gagner. Donc il a opposé après deux valeurs supplémentaires qui étaient l'ordre et le chaos. Et ces quatre valeurs, en fin de compte, s'opposent dans les quatre univers qu'on va avoir dans l'histoire. Donc des thèses, il y en a beaucoup. Par exemple, je sais pas moi, le film de Catherine Bigelow. Moi, j'aime beaucoup ce film-là parce que c'est une femme qui raconte un film de guerre. Sa thèse, c'est les hommes aiment la guerre. Tu parles de Desmineurs ou tu parles de celui sur quand ils ont chopé Ben Laden? Et c'est la thèse de son film. Et enfin, quand on regarde tout son film à travers ce prisme, ben, c'est tout ce qu'elle nous raconte. C'est ce qu'elle a voulu développer. D'ailleurs, le personnage, à la fin, c'est ce qu'on voit. On voit la dégradation quand il revient dans le civil, les rapports avec sa femme et ses enfants. Il devient de plus en plus... il est lunaire. Il pense qu'à une chose, c'est retourner au combat, à cause des émotions que ça lui procure. Et puis sans vivre à ce moment-là. Donc, et ça finit là-dessus. Donc c'est la thèse de son film. Tu parles beaucoup aussi de tout ce qui est écriture visuelle. Et c'est un point sur lequel je suis particulièrement d'accord, pour éviter justement trop d'exposition dans les dialogues. Comment tu conseillerais à un scénariste qui a tendance à surécrire d'aller au plus radical et en montrant vraiment visuellement quelque chose. Ta question, elle est intéressante parce que je suis en plein dedans. D'accord. J'écris ce livre sur les dialogues. Et à un moment, il y a une question aussi à se poser. Quel cinéma je fais?
Dans ce livre, je ne dis pas, moi, ce qui est bien ou pas bien, qui peut juger. Il y a tellement de types de cinéma. Il y a autant de cinéma, comme on dit, qu'il y a de spectateurs. Donc, il faut déjà savoir quel type de cinéma on fait. Si on est dans le cinéma narratif, là, on rentre dans ta question, effectivement, où on doit privilégier les images. C'est ce que disait Hitchcock. Dans les dialogues, le spectateur ne les retient pas. Il faut raconter en images. C'est le propre du cinéma narratif, j'entends bien. Donc, mais si je fais un cinéma qui est plus d'auteur, ce qu'on appelle d'ailleurs situation de dialogue, c'est-à-dire que l'énigme, le film est raconté via les dialogues. Qui peut juger que ce film-là est meilleur que l'autre? Ça, c'est une histoire de goût. Donc, on peut effectivement développer des théories dans un type de cinéma et qui ne marchent pas dans l'autre. Donc, le cinéma narratif, pour continuer sur ton idée, qui est le plus commun, hein, et puis celui qui déplace les foules, oui, il faut essayer de tout raconter en images. D'ailleurs, les dialogues, c'est la dernière phase de l'écriture d'un scénario. On passe au dialogue quand on a, du point de vue du scène à scène, ce qu'on appelle séquencier. Ce qui est un terme qui est faux, hein, en fin de compte, séquencier. Je ne sais pas d'où il vient, je pense que c'est un terme qui a glissé de l'anglais, ça. Parce que c'est un scène à scène, le vrai terme. On sait très bien qu'une séquence, c'est un ensemble de scènes qui développent la même action et qui ne sont pas forcément dans le même lieu. Alors qu'une scène, dès qu'on change de lieu, on change de scène. Donc un séquencier, comme on l'appelle, moi je préfère qu'on l'appelle scène à scène, c'est toutes les scènes, les unes après les autres. Mais un scène à scène, il n'a pas de dialogue. Il peut avoir une intention de dialogue qu'on met au style indirect, parce qu'en fin de compte, ce dialogue-là est important, parce que c'est un dialogue de révélation, mais sinon, on écrit visuellement. Notre ami réalisateur japonais Kurosawa, pareil, il écrivait ses dialogues en dernier et il le disait lui-même, j'écris un dialogue quand je ne peux pas faire autrement. Donc le cinéma, c'est un art visuel, effectivement, mais dans la catégorie film narratif. Parce que ça ne marche pas pour les films comme les films situation de dialogue qui peuvent être très intéressants, hein, d'ailleurs, mais c'est un autre cinéma. On a pour notre audience qui peut-être en train d'avoir de nouvelles idées, ils ont leur idée de base, ils ont identifié à peu près le conflit. C'est quoi l'étape d'après que tu préconises? Alors, j'ai formulé par une thèse. C'est un travail qui paraît simple, mais il va demander des semaines, on va se torturer. C'est le plus dur, en fin de compte. C'est le plus dur. Qu'est-ce que je raconte? Parce que souvent, on a un embryon d'histoire, on a un fait divers, ou quelqu'un qui nous a raconté quelque chose, un ami, ou une lecture, voilà, ou un film. Et voilà, ça nous donne une idée de film. La première des choses pour moi, c'est essayer de formuler le sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je raconte avec cette histoire? Quelles sont les deux valeurs qui s'affrontent? Et laquelle va gagner? Parce qu'il y a toujours une valeur qui l'emporte. Et ça, c'est le point de vue de l'auteur. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, et si je faisais gagner l'argent? Ben, ça veut dire que, outre le jeu intellectuel, si ça n'était que ça, si je veux faire gagner l'argent dans mon histoire, hein, donc inverser la thèse, l'argent est plus important que l'amour, oui, ça peut donner une super histoire, ça. Mais j'étais plutôt sur le coup d'après, Marc-Olivier, c'est-à-dire que j'ai mon pitch, j'ai ma thèse, je sais de quoi je vais parler. Quelle est l'étape que tu préconises toi après, une fois qu'on a identifié cette thèse? Mes personnages qui vont porter, donc généralement le protagoniste il porte la thèse, hein, et les autres une variante de la thèse. Parce que si j'arrive à le placer, ça, déjà, on sait très bien qu'une histoire, ça marche avec un minimum de 5 personnages. Parce qu'ils vont remplir une fonction. Protagoniste, antagoniste, adjuvant, on aura ce qu'on appelle le destinateur et l'objet, hein, l'objectif.
de l'histoire, en fin de compte. Le dessinateur, c'est celui qui donne généralement la mission et qui porte les valeurs, aussi bien du côté de l'antagoniste que du protagoniste. Donc, et on sait aussi que ces fonctions, elles peuvent être réunies avec un seul personnage, seul au monde, par exemple. Il réunit toutes ces fonctions. Mais bon, si j'ai une histoire avec plusieurs personnages, c'est donner la thèse à la variante de la thèse que j'ai trouvée, que j'ai réussi à formuler par rapport à ce que je veux raconter à chaque personnage. Généralement, l'antagoniste, il porte la thèse inverse. C'est ce qui fait qu'il est antagoniste. Si un personnage, pour lui, l'amour est plus important que l'argent, l'antagoniste, généralement, pour lui, l'argent est plus important que l'amour. Ça paraît logique. C'est essayer de mettre tout ça en place. Ensuite, c'est de définir ces personnages par rapport à la thèse qu'ils portent, c'est-à-dire essayer, et ça c'est ma théorie, essayer de trouver l'accident de vie. Qu'est-ce qui fait que ce personnage porte cette thèse? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est quoi son traumatisme? Pourquoi il pense ces choses comme ça? Voilà. Pour moi, c'est l'étape la plus importante, ça. Donc répondre à son objectif, remettre, c'est-à-dire faire une fiche de lecture bien précise sur la partie concrète, donc externe. Il veut l'argent, pourquoi il veut l'argent, qu'est-ce qu'est l'enjeu, etc. Et le faire aussi sur l'interne. C'est quoi son objectif interne? On a tous un objectif interne. Nous, généralement, les artistes, les écrivains, il ne faut pas se cacher. Si on fait ce métier-là, c'est qu'on a un traumatisme qui fait qu'on a besoin de reconnaissance. J'ai cru que tu faire une blague en disant que c'était l'argent. Généralement, si tu pars en te disant je vais faire ce métier-là pour l'argent, oui, tu es dans une grosse antithèse. Oui, puis, tu vas tellement au début en galérer avant d'en gagner. Je souhaite à tout le monde d'en gagner. Mais si c'est ton objectif, oui, tu risques de décrocher rapidement. Hein. Parce qu'il faut faire ses preuves. Et puis c'est pareil, c'est un métier, il faut manger un peu de vache enragée avant d'être sous la lumière. Donc, pour moi, c'est ça le plus important, c'est de la thèse, les personnages qui portent la thèse, et les définir par rapport à la thèse qu'ils portent, par rapport à la thèse principale, bien sûr, hein, et cette variante. Et puis après, et vous allez voir, je le vois chez mes étudiants, quand ils commencent à rentrer dans cette logique et cette méthodologie, les idées, elles viennent, mais comme un fleuve. Il y en a même de trop. Mais l'intérêt, c'est qu'elles servent un sens, elles servent une direction. On part de A, on va passer par B, mais on sait qu'on arrive à C. C'est ça aussi l'intérêt. Et attention, c'est ce que je leur dis, ça c'est une méthodologie, mais il n'y a rien qui est figé. La thèse, elle peut se modifier. Mais comme on a fait le travail déjà sur une thèse, si on change un peu son fusil d'épaule, on tire dans une autre direction, mais le travail a déjà été fait, ça devient d'une facilité extraordinaire. Et qu'on a fait tout ce boulot, et qu'on a raconté son histoire, puisqu'il y a plein de gens qui me disent « Marco, on attend avec impatience ton livre sur les dialogues, parce que nous, on a des problèmes avec les dialogues. » Mais c'est pas un problème avec les dialogues, c'est que tu n'as pas fait le travail avant. Quand tu as fait tout le travail dont je suis en train de parler, les dialogues, ils roulent tout seuls. Il n'y a plus aucun problème. Parce que les dialogues, ils vont travailler pour le sens aussi. Ils vont travailler pour le personnage. Ils vont travailler pour ce qu'il ne veut pas dire, ou ce qu'il ne peut pas dire, à travers ce qu'il dit. Donc on va avoir beaucoup de sous-textes. On sait que la plus grande qualité d'un dialogue, c'est le sous-texte. Donc, vous voyez l'importance du sens, ça va tout définir. Et le sens va définir les personnages, va définir l'intériorité de nos personnages. Rainman, il ne sait pas qu'il a un blocage affectif. C'est tout son problème. Il n'a pas eu d'amour, il est maltraité par son père. C'est pour ça qu'il pense qu'à l'argent. Et il ne pense qu'à l'argent parce qu'il a l'impression que c'est la seule façon de gagner son estime de lui. Et non, c'est pas l'argent qui va t'amener l'estime de toi et qui va faire que tu vas te débloquer effectivement. C'est de t'ouvrir à l'amour, donc de te débloquer, et c'est tout le sujet du film. Il va se débloquer
affectivement, parce qu'il doit s'occuper de son frère avec tous les problèmes que ça va, puisqu'il est autiste, avec tous les problèmes que ça va poser. Et c'est là qu'il va redécouvrir son passé. C'est là qu'il va redécouvrir même pourquoi son frère est à l'hôpital. C'est parce que il a failli le brûler. C'est tout l'interne du personnage qu'on va nous dévoiler petit à petit et qui va accepter. D'ailleurs, à un moment, on parle même plus d'argent. Les 200 000 $ qu'il doit trouver, parce que sinon sa boîte elle va fermer à cause des normes écologiques qu'on lui impose. Et c'est le début de l'histoire, ça. C'est pour ça qu'il a besoin d'argent. On n'en parle même plus. Oui, ça disparaît complètement, oui. Donc le personnage a totalement changé. Ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que même pour la transformation du personnage, donc on a l'objectif concret. Donc là, c'est l'argent, et il va être remplacé par l'amour. C'est-à-dire, c'est l'interne qui va se réveiller. C'est la transformation de notre personnage. Et si on analyse 90% des films narratifs, hein, j'entends, c'est la même construction. C'est l'interne du personnage qui va prendre le dessus par rapport à l'externe. Et en plus, ça nous facilite la chose, puisqu'on a, par exemple, comme dans Rain Man, un personnage qui va toujours, donc, excusez-moi, il va kidnapper son frère pour l'argent, hein, donc il veut le garder pour l'argent, et au fil du film, il va vouloir le garder par amour. Donc ça nous permet même une clarté, une limpidité. Ça fait école, hein, ce scénario. Hein. C'est pour ça que je le prends moi souvent en exemple. C'est quand même, en plus, il a été super primé, même il a eu des Oscars d'ailleurs du scénario, hein, meilleur film et tout ça, mais aussi le scénario, à cause de ce travail, de tout ce travail qui a été fait. Il est d'une limpidité incroyable, ce scénario. Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est ça qui fait les bons films. C'est ça qui fait les bonnes histoires. Et qu'est-ce qui nous intéresse, nous, au fond, spectateurs? Parce que quand on écrit une histoire, le devoir d'un scénariste ou d'un auteur, c'est de se mettre toujours à la place de son lecteur ou de son spectateur. Hein. Le réalisateur, c'est pareil. On dit d'ailleurs qu'un bon réalisateur, il met toujours le spectateur à la meilleure place. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir une super scène et on est en plan fixe. Hein, on n'a pas 10 000 mouvements de caméra. Donc c'est d'amener le spectateur à l'empathie, c'est-à-dire que l'on le renvoie à sa propre histoire. C'est ça qui fait que c'est ça qui nous intéresse dans un film. Les histoires de braquage, on en a vu 1000 et c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qui nous intéresse à l'intérieur de ça? C'est pourquoi le mec il fait ce braquage-là. Quels sont les enjeux pour lui? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce qu'il gagne avec ça du point de vue interne? Son estime de lui, parce qu'il a toujours été maltraité par les autres. Alors il veut faire le meilleur braquage. Si on est dans ce chemin-là, qui rate ou qui réussit son braquage quelque part, on s'en fout. C'est le personnage qui nous intéresse. En parlant structure, dans ton livre, tu compares beaucoup. Enfin, tu peux comparer le récit entre l'Iliade et l'Odyssée. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, c'est ce qu'on appelle l'archistructure. L'archistructure, déjà définie par ces deux livres, donc l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et on s'aperçoit, oui, que tous les récits sont des Iliades ou des Odyssées ou un mélange des deux. Voilà. En fin de compte, le chapitre que tu abordes là, c'était pour définir un peu les modèles. Parce qu'il y a des modèles. On sait très bien que l'art du scénario, l'art du récit, ça tombe pas du ciel. Ça nous vient de presque 2000 ans d'écriture. Donc du théâtre, du roman, et puis après de tous les autres médiums qui sont nés, surtout au 19e et 20e siècle, et surtout le cinéma. Du coup, tu te positionnes. Tu trouves que le travail de Joseph Campbell sur le parcours du héros, il est salvateur ou pas? Parce que je ne vois pas le citer, en fait. C'est pour ça que je te lance dessus. Quand j'ai lu la charte de Netflix,
Je ne sais pas si vous l'avez eu dans les mains. Je l'ai pas eu, mais je veux bien que tu nous en parles pour notre auditoire. Je pense que ça peut les intéresser. Alors, Netflix, ils ne font référence qu'à Aristote. Moi, je suis tombé des nues. Hein. Ils ne font référence qu'à Aristote. Même dans la façon de présenter son histoire, etc., c'est Aristote. Donc c'est quand même assez hallucinant. Tu me parlais de tous les Truby, Mackie, la liste est longue, hein, Sitfield, voilà. Et il parle d'Aristote. C'est-à-dire, on revient aux fondamentaux. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce document il consiste en quoi? Tu l'as eu dans quelles circonstances? Et il est adressé à qui? La difficulté de Netflix, c'est que on peut pas présenter des projets comme ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes qui ont été confrontés à ça et qui estiment avoir une bonne histoire qui correspondrait à leur ligne éditoriale et qui n'arrivent pas à savoir où on l'envoie. Hein. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler et les approcher avec eux. Donc j'ai eu cette charte. Et ça définit simplement la forme comment ils veulent qu'on présente le dossier. Comment ils veulent que soit écrit le synopsis, par exemple. Où on doit trouver ce qu'on doit trouver normalement dans un synopsis, la situation initiale, le personnage principal, son problème interne, son parcours, l'incident déclencheur, les enjeux, et on fait la même chose avec les autres personnages. Et voilà, ça fait 10 lignes, mais on doit avoir toute l'histoire. Encore une fois, vous voyez l'importance du sens. Si j'ai pas de sens de mon histoire, si j'ai pas la thèse, comment je peux faire la logline? Comment je peux faire le synopsis? Comment je peux faire définir mes personnages? Comment je peux savoir ce qu'ils vont dire? Donc, ils reviennent aux fondamentaux dans Netflix. Et en plus, en référence avec Aristote. C'est ça qui est hallucinant. Et on a eu les Truby, les Mackie, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Truby, Mackie? Ils ont fait du formatage. Pour moi, c'est du formatage. Hein. C'est-à-dire, pour eux, c'est que comme ça. Il y en a un, Save the Cat. C'est pas pour détruire les livres, hein. Il faut les lire. Il faut les lire. Il y a toujours quelque chose à prendre. Hein. C'est ma vision, hein. Ça regarde que moi. Mais il y a Save the Cat, par exemple, j'ai plus son nom en tête. Ah oui, Blake Snyder. Voilà. The Cat, moi, ça m'a fait marrer, hein, parce que c'est à la réplique près, lui. On est dans le formatage américain, hollywoodien, à la réplique près. Et par contre, il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire, qu'il a dite, quand on revient aux besoins des personnages, parce qu'on pourrait en parler aussi, c'est ce qui définit un personnage. Donc le besoin, on a parlé de reconnaissance, c'est un besoin. Ça, gagner son estime de soi, c'est un besoin. Avoir de la sécurité, on retrouve tout ça. C'est dans l'humain, donc on les retrouve forcément dans les personnages. Mais Blake Snyder, il dit à un moment, il y a des besoins fondamentaux. La faim, la soif et le besoin de sexualité. Et il dit... Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup ça dans les films hollywoodiens. Parce que ça parle même à un homme des cavernes. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Hein. C'est tout simple, mais il a raison. Voilà. On reprend ce besoin chez un personnage et on le complique un peu avec un besoin interne. Là, vous voyez, là, on renforce quand même énormément son histoire. Puisqu'on parle de Netflix, justement, des plateformes de streaming, du binge-watch, tout ça, est-ce que tu dirais que ça a forcé les scénaristes à potentiellement changer leur méthodologie? C'est-à-dire qu'il y a des lignes éditoriales, et puis on le voit, Netflix, ils veulent qu'on remplisse des cases. Donc je reviens à la question de base, pourquoi on fait ce métier? Est-ce que c'est pour être quelqu'un qui crée? Quelqu'un qui transforme un peu les codes? Qui va galérer, ça c'est sûr, mais pourquoi on fait ce métier? Voilà. Ou alors est-ce que c'est un métier, on veut gagner de l'argent, on veut briller, voilà, absolument faire des choses? Oui, on rentre dans les cases là. Donc je reviens encore à la notion d'auteur. Hein. Pourquoi tu veux faire ce métier-là? Je vous assure, hein, c'est la question que je pose tout de suite à mes étudiants. En plus, ça me permet de voir qui est qui. Pour moi, et d'ailleurs, ça explique aussi qu'à Hollywood, quand il y a eu ces histoires de l'IA, il y a eu autant de réactions. La peur, ça n'a pas été « ça va nous remplacer ».
enfin nous les auteurs, c'est qu'on est tellement formaté que l'IA, oui, elle peut nous concurrencer là. C'est ça leur peur. Ça veut dire quelque part, on est tellement formaté, donc on n'est pas des bons scénaristes, on n'est pas des bons auteurs, qu'on a peur de l'IA. J'ai travaillé, moi, 2 ans avec Génario, qui est l'IA, vous avez dû en entendre parler, Génario. Oui, tout à fait, qui a été créé par David Diffendi. Eh ben, toutes les bases de réflexion de Génario, j'ai travaillé 2 ans avec lui, sont tirées de mes bouquins. D'accord. Pourquoi je suis rentré là-dedans, moi parce que je voulais voir quel était l'outil. Le mieux, c'est d'y participer. Et il ne faut pas avoir peur de l'IA, ça remplacera jamais un auteur. Ça n'est que de la répétition, du mélange, ça va chercher que des choses, mais ça n'a aucune création. C'est pas créatif du tout. Après, même pour les auteurs, les écrivains, ça écrit comme un enfant de 3e. Ça répète les adjectifs, ça met plein d'adverbes, les constructions de phrases sont toujours les mêmes. Là, faut pas avoir peur de l'IA. Par contre, oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que l'IA, on oublie beaucoup que, on va prendre l'exemple de ChatGPT qui est le plus courant. ChatGPT n'invente pas ou n'écrit pas. ChatGPT, en fait, utilise un algorithme qui prédit le mot qui est le plus sûr d'arriver après le mot d'avant, en fait, tu vois, donc c'est... Et je te rejoins là-dessus, c'est vrai que pour ceux, enfin, en tout cas, parce que beaucoup de scénaristes, et c'est pas tabou, parce que honnêtement, il y a quasiment tous les scénaristes aujourd'hui, on passe dessus, on s'aide, on peut corriger des textes, mais celui qui a déjà essayé de dire à ChatGPT, trouve-moi une bonne histoire, il est déçu, quoi. Et, par contre, tu demandes à ChatGPT, voilà ma thèse. Voilà ce que je veux raconter dans mon histoire. Je veux faire un long métrage qui raconte cette histoire-là et qui va opposer cette thèse-là, etc. Ce qui veut dire que le parcours de mon personnage qui était dans l'argent a découvert que l'amour est plus important. Là, les réponses, elles commencent déjà à être plus intéressantes dans le sens où ça va balancer des choses où il y a la réflexion que tu lui as amenée et la création. Lui, il va jamais trouver ça. Donc, il faut s'en servir comme un outil. Un collaborateur, j'ai un de mes étudiants, moi, qui a trouvé la meilleure formule. Il a dit, quand j'utilise, et il utilise Génario maintenant, j'ai l'impression d'être comme un showrunner qui a 4-5 scénaristes, voilà, et qui travaille avec eux. Voilà. Donc, il donne des réponses, c'est-à-dire du brainstorming tout seul, voilà, mais avec un outil qui est une intelligence artificielle. Mais il ne faut pas lui demander plus. Hein. Il faut que ce soit collaboratif. Il faut que ce soit un outil, c'est un outil d'ailleurs, comme on a eu l'ordinateur, on va même plus loin comme on a eu l'imprimerie, ça a changé l'écriture. Quand on a eu la machine à écrire, ça a influencé l'écriture aussi, ça a donné le roman américain, le roman policier, et puis quand on a eu l'ordinateur, ça a influencé aussi notre écriture, puis il y avait déjà de l'IA, des correcteurs. Donc faut pas dire non au monde, hein, mais il faut pas avoir peur de ça, ça ne nous remplacera jamais. Par contre, les producteurs, oui, ils ont, eux, des soucis à se faire. Et en plus, c'est ça qui est bien, ça redonne la place à l'auteur. Donc les producteurs, oui, à mon avis, ils ont des soucis à se faire parce que vu à quelle vitesse ça va. Moi, je me suis amusé à faire pour une série, d'ailleurs, je proposais à Netflix, j'ai fait la bande-annonce du projet, voilà, grâce à l'IA. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a fait tout le travail de l'auteur après. Donc, on a le sens de son histoire, on a ses personnages, on a tout. Là, la collaboration devient très intéressante. Hein. Et les images que ça donnait, c'est quand même assez époustouflant. Donc, de pouvoir présenter un projet et de l'autre côté déjà avoir sa bande-annonce, alors que rien n'existe. Et une bande-annonce, moi, ça se passe au temps des Gaulois. C'est une bande-annonce, il a fallu la faire, qui aura coûté au bas mot 5-6 millions d'euros, hein, si c'est pas plus. Il y a des bateaux, il y a la mer, il y a des combats, il y a du feu, il y a des palais qui boulent. Je te rejoins complètement là-dessus parce que je fais une parenthèse. Je l'ai vu passer sur... alors attends, je pense que ça doit être sur Profil Culture. C'était une société de production très 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 réputée et renommée qui engageait un prompteur, c'est-à-dire pas pour lire des textes derrière une caméra, mais bien quelqu'un qui sait formuler des demandes à l'IA pour effectivement pour accélérer, quoi. C'est-à-dire que, comme tu le dis, les sociétés intègrent ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la place de l'auteur, parce que moi j'ai un peu senti la même chose quand sont arrivées les caméras numériques.
parce que il y avait plus besoin d'avoir de la pellicule. On trouvait finalement, tu pouvais trouver ça au supermarché, tu pouvais faire tes films. Et j'ai toujours dit que c'était, enfin, c'est mon point de vue, mais que ça démocratisait beaucoup la réalisation pour beaucoup de monde, et que là, effectivement, on arrive à une sorte de démocratisation des effets spéciaux. Et peut-être, je pense rapidement, des gens qui sont capables de sortir des œuvres de A à Z avec des générateurs de vidéos. Ouais. Moi, je pense que dans 2, 3 ans, peut-être même avant, oui, ça va devenir extraordinaire à ce niveau-là. Donc, ça redonne la place aux auteurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et en plus, c'est bien, nous, les auteurs. On est les parents pauvres du cinéma. On est les plus maltraités. On va pas reparler des épisodes où un jour, il y a un producteur qui a dit, lors de la soirée de film, « Oh, la soirée de film n'a même pas coûté le prix que j'ai payé le scénariste. » On est les parents pauvres. Nous, quand on bosse, on ne travaille pas sur un projet. On n'est pas payé. C'est quand même une place hallucinante. Sans scénario, il n'y a pas de film. Mais les scénarios, il peut exister sans le film, par contre. Hein. Très facile de l'adapter et après de faire un livre. Hein. C'est le même travail. Hein. C'est simplement le médium qui change après. Hein. C'est la façon de raconter son histoire qui va changer. Mais tout le travail est le même. Qu'est-ce que je raconte, c'est quoi mes personnages, qu'est-ce qu'ils portent, c'est quoi leur parcours, leurs problèmes internes, tout ça, c'est exactement la même chose. Moi, j'oscille de l'un à l'autre très facilement. Moi, j'écris des romans, des contes. Hein. D'ailleurs, je m'inquiète même plus quand j'arrive plus à passer un projet, alors que ça fait des années que je suis dessus. Moi, je sais que je vais l'écrire en bouquin après. Donc, j'ai aucune frustration. Et en plus, ce livre va me permettre d'élargir mon propos. Demain, d'ailleurs, j'ai entendu, moi, un spécialiste de l'IA, un vieux monsieur qui était là au début de l'IA en France, parce que ça fait un moment qu'ils sont sur l'IA. Hein. Ça fait un moment, d'ailleurs. Il y a les logiciels experts et tout ça, c'était déjà de l'IA, qui disait que ça va redonner la place aux créateurs. Donc, ça ne va pas nous remplacer, nous. Ça nous met, on en parle déjà, là. Ça nous met en exergue. Ça nous redonne la place qu'on avait perdu. Parlant de la place de l'auteur, tu décris souvent qu'un scénario, c'est comme une première mise en scène. Est-ce que tu penses qu'idéalement, le scénariste devrait avoir un peu plus sa place sur le tournage, en post-prod, puisqu'il est à la genèse d'une idée? Non seulement il y a la genèse d'une idée, mais il y a quelque chose... Moi, je vois souvent ça chez des jeunes scénaristes. Ils ne pensent pas aux transitions. Ils ont l'impression que les transitions, c'est le réalisateur qui va s'en occuper. Non. Une transition, ça se pense. Donc la transition, passer d'une scène à une autre parce que le temps a passé. Alors on voit énormément de transitions, mais ça devient des clichés. Les feuilles de l'arbre qui sont tombées, ou l'horloge qui a tourné. Voilà, là. Les transitions, c'est le travail de l'auteur, ça. Hein, de passer d'une scène à l'autre. Donc il a déjà fait le travail de réalisateur. Gros plan, je vais pas mettre gros plan, on n'a pas le droit, nos indications techniques. Mais si je dis que je fais comprendre que je suis sur les yeux, qu'il est en train de pleurer, que la larme elle glisse, je sais pas quoi, il brille au soleil, forcément, c'est un gros plan, ça. Donc le scénariste, c'est déjà de la mise en scène sur le papier. Justement, je voudrais qu'on passe sur un gros morceau, la fameuse structure en 3 actes, sur lequel tant de gens s'écharpent et compagnie. Toi, c'est quoi tes tips, tes astuces, tes recommandations pour une bonne structure en 3 actes, ta petite touche à toi? Déjà, moi, je parle pas d'actes. Je parle de temps narratif. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai été initié au zen, tout ça, etc. Hein. Et ça s'est rejoint dans certaines notions, c'est que 3 temps narratifs, je nais, je vis, je meurs. Dans le taoïsme, on dit même la montagne devient vallée. Hein. Ou dans le bouddhisme, tout change. Hein. C'est l'impermanence de Bouddha. Moi, je vois les 3 étapes exactement comme ça. Hein. Et la structure, pour moi, puisque si on rentrait un peu dans la technique, donc l'incident déclencheur, hein, qui va nous envoyer dans le nœud de l'histoire, et puis après le climax, qui va nous envoyer dans la résolution, donc qui seraient les 2 charnières dramatiques qui structurent en 3 parties. Il y en a une au milieu, qu'on oublie souvent,
et qui est primordial, puisque le nœud, c'est la partie la plus longue, et très souvent, les scénarios, quand on fait du script doctoring, on s'aperçoit qu'ils s'essoufflent. C'est ce qu'on appelle la troisième charnière dramatique, ou la scène centrale, c'est-à-dire à un moment, un coup de théâtre qui change pas la direction de l'histoire, mais qui grossit les enjeux. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le film The Crying Game, l'histoire c'est un film qui a une structure en plus très intéressante. C'est Michael Jordan, je crois qu'il l'a fait, si je dis pas de bêtises. On va avoir, c'est ce qui ouvre le film, un militaire américain black qui va être kidnappé avec ils vont mettre comme appât une fille. Il est kidnappé, et il est enfermé. C'est l'IRA, donc l'armée d'indépendance irlandaise. Et le type qui va s'en occuper, le garder, ils vont se lier d'amitié. C'est le fond de l'histoire, c'est la situation initiale, en fin de compte. Et à un moment, dans leur relation, il va sortir une photo en lui disant voilà ma copine, donc bien sûr, elle est black aussi. S'il m'arrive quelque chose, est-ce que tu peux t'en occuper et faire en sorte que tout aille bien? Donc, il lui fait la promesse qu'il le fera. Et puis à un moment, donc ils ont kidnappé le black là pour ce militaire pour essayer de négocier avec les Anglais, et ça marche pas. Donc faut le tuer. Donc ils ont une telle amitié maintenant qu'il dit non, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc il marche dans la forêt et il sort son arme, et puis donc le militaire black lui dit tu vas pas tirer dans le dos d'un ami, etc. Lui il hésite, et puis boum, il se fait rentrer dedans par un camion militaire. Enfin, quand c'est l'armée anglaise qui les a repérés et qui va tirer dans le tas. Donc son ami là, enfin, son ami, tout juste son ami, est mort. Donc et lui il doit fuir. Tous les autres sont tués, et il va se cacher à Londres. On le retrouve à Londres, il va reprendre un petit boulot, donc dans les travaux immobiliers, et il va quand même retrouver cette photo et se dire je vais tenir ma promesse. Et il va voir la fille, il va la voir d'abord depuis la vitrine, elle est coiffeuse, il finit par lui donner rendez-vous, et il va tomber amoureux d'elle. Donc la question qui est posée, c'est vont-ils avoir une histoire d'amour, c'est la question dramatique. Surtout qu'on l'a montré, c'est un rude, le type. Les armes, un peu macho, etc. Et à un moment, il y a la scène d'amour qui va se passer. Elle lui fait une gâterie. Elle va dans la salle de bain pour se préparer. Lui est déjà dans le lit. Elle revient, et puis l'autre, il vient... Il pousse des yeux hallucinants, et il va presque vomir. En fin de compte, c'est un travesti. Donc ça, c'est la scène centrale du film. Ça relance tout. Vont-ils avoir une histoire d'amour? Vous voyez, c'est le même objectif, la même direction, mais l'enjeu est démultiplié. Parce qu'il va falloir s'il veut une histoire d'amour, enfin, et le spectateur, on l'espère quelque part, il va falloir qu'il surpasse son aversion pour l'homosexualité. Et cette séquence centrale, tu le mets au milieu à peu près du deuxième temps, j'imagine. Généralement, tu la mets pratiquement au milieu de ton histoire. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? 4 séquences déjà dans mon histoire. Les histoires de séquences, tout ça, moi je trouve que c'est un fou débat. Séquence exposition, la première séquence, celle du nœud de l'histoire, après la scène centrale, on a la quatrième, et puis la troisième et la quatrième, c'est la résolution. Donc déjà, on travaille en 4 séquences. Généralement, c'est 5. Donc on va recouper comme ça. Moi, je la recoupe avec ce que j'appelle le choc émotionnel, ou le point de non-retour, qui ne sont pas des charnières obligatoires, comme la scène centrale, mais c'est bien de les avoir parce que ça structure et ça renforce son récit. Tu parles de modèles de structure et t'en définis plusieurs. Comment tu définirais de façon générale pour nos auditeurs un modèle de structure générale, et comment bien identifier celui qu'on va utiliser pour notre récit?
Moi, ce que je préconise, c'est quand on commence à raconter son histoire et qu'on a fait tout le travail avant, c'est ce qu'on va raconter dans ces personnages, et on commence à rentrer dans le séquencier, ou le scène à scène. C'est de travailler toujours linéairement. J'ai aussi mes charnières, j'ai ma scène centrale, je sais où est mon point de non-retour si j'en ai un, je sais où est mon choc émotionnel si j'en ai un. Voilà, tout est structuré, et après, je peux déstructurer. Si je m'aperçois que mon histoire elle serait plus intéressante si je la racontais en flashback. Et en plus, c'est une façon de réveiller ça, la structure en 1, 2, 3. Je prends un morceau de mon flashback, enfin de mon climax, et je le mets sans dévoiler le climax, hein, mais je dévoile la situation et j'ouvre mon film avec ça. Je suis déjà en train de créer une autre structure puisque je vais raconter là mon film en flashback. Imaginons que j'ai un personnage qui fait en sorte d'aller en prison parce que sa femme a été tuée et que le type qui l'a tué, il a simplement écopé de 3 ans de prison parce que son avocate a été extraordinaire puis a trouvé un vice de forme. Et lui, il veut absolument se venger, donc il va faire un faux délit pour se faire emprisonner, essayer de se retrouver dans la même prison que le type, et le tuer, hein, faire justice lui-même. Il est évident que dans ce type d'histoire, mon climax, c'est le moment où ils vont s'affronter. Si je prends ce moment où ils vont s'affronter, j'ouvre mon film, je vois mon personnage. Il est dans les couloirs. Je m'aperçois qu'il a un couteau à la main et qu'il avance vers les douches. Et que dans les douches, il y a un type. Et qu'il avance vers lui. Je vais être schématique, hein. Et qu'il arrive là, il va lever son couteau. On voit qu'il tremble, que c'est pas un tueur. Cut. Et je vous raconte mon histoire. Regardez la force déjà de ces structures. Je vous ai montré la reine, donc la prison. Je vous ai montré le protagoniste, je vous ai montré son objectif, je vous ai montré l'antagoniste, mais vous ne savez pas comment ça va finir, s'il va le faire, et vous allez vous intéresser à tout ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire comment on en est venu là. Donc vous voyez bien que rien qu'en déstructurant mon histoire, sur ce type de structure, hein, là en flashback, ça devient du flashback, je deviens beaucoup plus intéressant. Il y a une chose qu'on a remarqué, et c'est la même chose en littérature, les grands auteurs inventent toujours une structure. Tu peux illustrer du coup effectivement c'est-à-dire que tu inventes ta propre structure par rapport à déjà au sens de ton histoire, hein, de ce que tu racontes, hein, c'est aussi le sens qui va l'amener ta structure. Si tu es sur une histoire du passé, c'est plus logique d'être en flashback. Tarantino par exemple. Tarantino nous a raconté des histoires dans le milieu des gangsters qu'on a vues 10 000 fois. Le flic undercover, donc ça c'est Reservoir Dogs, hein. Et puis le deuxième qui a été primé à Cannes, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Les histoires, on les connaît 1000 fois, ce qu'ils nous racontent, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? La structure. Il a renouvelé le genre du film de gangster grâce à ces structures. Et puis après, ce qu'il est, lui, sa personnalité. Donc le travail sur le son, faut pas oublier que ça nous vient de Godard, ça, hein, c'est la nouvelle vague. Hein. C'est-à-dire le son, les dialogues qui parlent d'autre chose, donc qui sont en décalage avec l'action. C'est toute la nouvelle vague qui a inventé ça. Hein. D'ailleurs, il s'en cache pas, Tarantino, pour parler de ses sources, de tout ce qui l'a inspiré. Donc c'est la structure qui fait la qualité de ces histoires. La structure de Pulp Fiction, elle est novatrice, on ne l'avait jamais vue celle-là. À tel point que les gens qui voulaient produire le film, au début, ont dit mais on ne va pas produire un film comme ça. Il y a un type qui meurt et qui revient au milieu de l'histoire. Pour eux, c'était inimaginable. Et vous avez vu le parcours du film? Non seulement une reconnaissance en festival par les pairs,
Et en plus, je crois que ça a été pendant le 10e score mondial au niveau des recettes. Et par rapport au budget, c'était assez extraordinaire. Donc là, un chef-d'œuvre. Quand on touche du doigt et qu'on est reconnu aussi bien par le public que par la profession et ses pairs, ça c'est un chef-d'œuvre, ça. Eh ben, ça tient qu'à la structure. Qu'est-ce qu'il y a d'original à part ça dans l'histoire? Rien, on l'avait dit 1000 fois, ça. En mettant de côté la structure, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de rendre intéressant justement une histoire qui a déjà été faite? Alors une histoire qui serait déjà faite, je la reprendrais pour la rendre plus intéressante, c'est ça ta question? Ou comment en fait, puisque tous les mythes, tout a déjà été écrit, et même on en parlait avec l'IA, ça a repris, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on vit au jour le jour, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre les mêmes choses. Comment, en dehors de la structure, on pourrait en fait essayer de rapporter un petit peu d'épices sur ce genre d'histoires qui sont plutôt universelles? Tu sais que tu me fais un cadeau, là. Ah oui? Tu me fais un cadeau, que ça me renvoie à ce que je dis au début. Comme un scénariste américain, je ne sais plus lequel, qui disait « Oui, toutes les histoires ont été écrites, mais pas par moi. » Donc le point de vue. On y revient. Le point de vue, l'auteur. On dénigre ça alors que c'est le plus important. Le reste, ça s'apprend comme je apprends un jeune qui veut être menuisier et je vais lui ouvrir la boîte à outils et lui dire voilà comment on fait un meuble. Là, ce qu'il faut faire et pas faire pour que ton meuble soit bien. Il va laisser après le style de l'artisan s'exprimer comme un scénario. Mais s'il n'a pas les outils, comment il peut réfléchir? Comment il peut avoir les bonnes questions? On en revient d'où mes livres. Vous avez lu la préface. C'est Frédéric Saucher, quelqu'un que j'estime énormément, d'ailleurs, qui a fait un des rares films sur l'écriture. J'encourage tout le monde à aller le voir. Hein. Le cours de la vie. À partir aussi d'un livre sur l'écriture, d'Alain Lérac. Je conseille à tout le monde de lire ce bouquin. Parce que c'est du vécu, c'est un scénariste qui a fait beaucoup de scénarios, et son livre, il est extraordinaire, extraordinaire. Et ils en ont fait un film. Allez voir le film, lisez le livre, c'est un conseil que je peux vous donner. Parce que moi, malgré tout ce que j'ai pu lire, j'ai pris un plaisir fou, et j'ai appris encore 3-4 choses avec lui. Oui, parce que toi, ça va être horrible, en fait. À chaque fois que tu vois un film, tu dois te dire, je connais déjà la fin, je vois déjà toutes les erreurs, ou t'arrives quand même encore à prendre du plaisir, tu vois, dans des choses que tu vois? Oui, quand c'est bien fait, je deviens un spectateur lambda, moi. Je suis comme les autres. Je me fais emporter. C'est quand c'est mal fait que je vois tous les défauts. Effectivement. Je suis un bon spectateur quand c'est bien fait. Le jeu de la dame, une super série, c'est extrêmement bien écrit. Il ne faut pas oublier qu'il y a un roman avant. Hein. Beaucoup de succès. Ils voulaient en faire un film, ils ont décidé d'en faire une mini-série. Mais je me suis laissé embarquer, même si, et en plus avec un grand plaisir, parce que je vois que les scénaristes, ils connaissent bien leur boulot, et qu'ils mettent des choses en place, hein, et ils font des inserts où il va y avoir des paiements, mais des paiements qui vont me surprendre encore. Hein. Donc je me laisse surprendre quand c'est bien fait. Donc j'ai pas de souci là-dessus, je suis pas du tout blasé, au contraire, je n'attends qu'une chose, c'est d'être surpris. Dans les séries, puisqu'en plus elles vont être formatées, faites je sais comment, avec mes élèves, je leur dis Marco, est-ce que vous avez vu telle série? Alors je dis non, je vais regarder le premier épisode. Et puis quand je regarde le premier épisode, et puis après je leur raconte la fin. Et je leur dis comment, si ça a été bien écrit, comment, là ce qui va se passer, comment est le personnage, etc. Et je prends l'inverse, si le boulot est bien fait. Alors, tu parles... Généralement, le premier épisode, c'est l'exposition. Le dernier, c'est la résolution. Donc, si le boulot est bien fait, je mets tout à l'envers. Et je reviens à l'équilibre. Quand on parlait de la série là, très, très violente coréenne, ils ont fait une deuxième... Squid Game. Oui, et je leur ai dit, la deuxième, elle va être mauvaise. Parce que la première est tellement bien écrite, hein, c'est violent, mais c'est super bien écrit. Hein. J'ai regardé le premier épisode, j'aurais expliqué comment allait être le dernier épisode. Sans le voir, hein, et sans voir les autres.
Effectivement, j'avais raison, parce que c'est bien écrit. Donc le personnage est l'inverse de ce qu'il était à la fin. Au début, un petit salopard qui truande même sa mère, etc. Un pauvre mec qui s'occupe même pas de sa fille. Et à la fin, c'est tout l'inverse. Justement, ça c'est intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'on a parlé de ce qui doit aller, mais alors pour toi, assez rapidement, si tu peux me lister par exemple tes red flags, c'est-à-dire les trucs qui font que tu dis, oh là là, le scénario là, ça va juste pas être possible, quoi. Est-ce que, comme ça, les gens qui nous écoutent vont se dire, oh purée merde, ça je l'ai mis dans un script, je vais le retirer, tac tac tac, ou le changer? La première des choses pour moi, je vais vous raconter, vous connaissez moi j'appelle ça la mécanique du plus et du moins. C'est-à-dire que je peux vous tenir en haleine simplement avec cette mécanique, sans même savoir ce que je vais raconter avec, sans même savoir le message que je vais raconter avec, simplement cette mécanique. Donc on revient à la technique. Hein, vous voulez que je vous fasse la petite démonstration? Ah bah carrément. Hein, vous allez voir que c'est rien du tout. Et ça, on devrait le trouver dans toutes les histoires, et on le trouve toujours dans les bonnes histoires, en fin de compte. Parce qu'on est toujours surpris. Imaginons un type, il rentre chez lui. Sa femme, elle est en train de préparer à manger parce qu'elle va recevoir son patron. Donc c'est important pour elle, c'est l'enjeu. Hein. Lui, on s'aperçoit un peu dans les dialogues que ça ne va pas trop. Il y a des problèmes relationnels, enfin, en tout cas, il n'y a pas de pain. Et il mange des huîtres, et il faut absolument du pain de seigle, surtout que son patron, il est très épineux là-dessus. Voilà, il veut que les choses soient bien faites, donc il faut aller chercher du pain. Voilà. Moins, je suis négatif. Positif, oh, c'est pas grave, je vais aller voir Pierre à côté, il va bien avoir du pain. Il va frapper à la porte, on repasse en négatif. Il n'est pas là. Hein, sa femme ouvre, non, il n'est pas là, où il n'y a personne. Je repasse. En plus, j'ai un quart d'heure, je vais filer à la boulangerie avant qu'elle ferme. Moins, j'arrive, elle est fermée. Plus, je vois un type qui passe, il a du pain sous le bras. Je l'interpelle, il me dit oui, il y a la boulangerie là-bas, elle est encore ouverte, c'est un quart d'heure de voiture. J'arrive à la boulangerie, moins, il n'y a pas de place. Plus, il reste une place là, mais c'est une place pour handicapés. Je vais rester que 5 minutes, j'y vais. Moins, j'arrive à la boulangerie, il y a une queue de 30 mètres. Plus, j'arrive, c'est mon tour. Pouvoir demander mon pain. Moins, merde, j'ai pas mon portefeuille. Il est dans la voiture. Plus, je dis à la fille, vous m'attendez, je vous amène juste ce billet. Et moins, la bagnole, elle a été enlevée parce que j'étais sur une place où il fallait pas que je sois. Plus, j'ai un copain qui est dans la file d'attente. Ouais, et puis je suis pas allé loin. Voilà. Juste au moment où... Juste, ouais. Voilà. Première des qualités. Et c'est quoi ça? Conflit. Conflit à chaque fois. Mini-crise aussi à chaque fois. La crise, c'est très important. On parlait mais là, c'est ça dans l'interne. On n'a pas parlé de la structure interne, qui est aussi importante, sinon plus, que la structure externe. Il ne faut pas oublier que nous, quand on écrit un scénario, c'est l'inverse du roman. L'auteur, il va, dans un roman, il passe par l'interne du personnage, hein, pour suggérer des images, alors que nous, on passe par l'externe pour que le spectateur comprenne l'interne du personnage. C'est la démarche inverse. Donc on a l'impression, on se focalise sur après notre image, mais c'est pas le plus important, le concret. C'est rien ça, c'est toujours les mêmes choses d'ailleurs. C'est l'interne qui est le plus important, parce que c'est ce qui s'externalise, c'est ce qui devient. Je veux être par exemple le plus grand écrivain, hein, ou le président de la République. Ça, c'est du concret, c'est ce que je veux voir, toutes les difficultés, etc. Mais après, pourquoi je veux devenir le président de la République? C'est le plus important, ça. C'est ce qui crée ma motivation. C'est parce que je veux briller.
parce que je veux, peut-être que j'ai un problème, un accident de vie qui fait que j'ai un problème d'estime de moi, et que ça va être une façon pour moi de la regagner. Vous voyez bien que c'est ça le moteur. Et en plus, c'est ça qui nous intéresse dans une histoire. Parce qu'on les a toutes vues. Donc le point de vue d'auteur, bah, c'est le point de vue interne. Voilà. C'est son point de vue même de la vision du monde, des choses, comment il les voit. Et ce qu'il a à dire là-dessus. Parce que, vous avez bien vu, je ne m'attends jamais, je suis toujours surpris, le personnage est toujours en conflit, et je m'attends, la réponse à ce qui est imposé, on dit toujours qu'une scène, elle doit tirer l'autre. Ben là, on est en plein dedans, hein. La scène, elle tire l'autre. On rentre dans une fluidité incroyable, et on est toujours surpris. C'est ce que disait Hitchcock, hein. Pour les personnages, partez toujours d'un cliché et renversez-le. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr, en plus, de pas. Vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Mais quand on renverse un cliché, on est étonné. Hein. Par exemple, je pense tout haut, un croque-mort, c'est fait pour enterrer. Prenez un croque-mort au début de votre histoire, il est en train de faire accoucher une femme. Dans les scènes, il faut faire pareil. C'est presque systématique. À un moment, quand on est content de sa scène, eh ben, il faut la renverser. Elle est positive, on la passe en négatif. Eh ben, je peux vous dire que des fois, on est extrêmement, et ça devient créatif, on est extrêmement surpris, parce que, et en plus, ce qu'on voulait dire, c'est dit, mais à l'envers. Et on surprend. Donc ce travail du plus et du moins, là, est extraordinaire, parce que ça nous surprend à chaque fois. Il faut toujours renverser l'attente de ce qu'on a mis en place. Voilà. Ça tire l'autre scène. Ça fait l'effet domino, ce qu'on appelle, hein, que vous connaissez, hein. Et ça va comme ça jusqu'au bout. À quel point pour toi c'est important d'aller chercher un point de vue extérieur une fois qu'on a un scénario qui nous semble être décent? Parce que, oui, on le fait entre auteurs, c'est ce qu'on appelait avant, on a appelé ça aujourd'hui script doctoring. Les auteurs, avant, quand ce métier-là n'existait pas, surtout sur un scénario, ils se passaient leur scénar les uns les autres. C'était donnant-donnant. Il m'a passé le tien la dernière fois, je te passe le mien. Hein. On avait un point de vue professionnel. Donc, ça, c'est important d'avoir un point de vue professionnel. Et ce qui est surtout important, là, c'est aussi de le donner à des gens qui n'y connaissent rien. Parce qu'ils vont avoir ce qu'on appelle un ressenti. Hein, et par ce ressenti, ils vont, moi, c'est ce que j'appelle, hein, dans le petit manuel du script docteur, le symptôme émotionnel. Ils vont dire, j'ai décroché, je me suis pas identifié, je me suis ennuyé, ça c'est le pire, ça m'a pas intéressé, j'ai pas eu peur. Voilà. Et bien ce ressenti-là, il est vachement important parce que il fait appel à des symptômes cliniques, puisqu'on est dans le script doctoring, hein, gardons le langage de la médecine. Il fait appel à il fait appel, il est en correspondance avec des symptômes cliniques. C'est ça qui est intéressant. C'est que si le personnage, mon lecteur, qui est un lecteur lambda, et il ne s'est pas intéressé au personnage, ça veut dire plein de choses, ça. Ça veut dire que mon personnage vit déjà pas assez de conflits. C'est souvent le gros problème, hein, les conflits. Pourquoi je vous tiens avec le plus et le moins? C'est parce que c'est que du conflit. Et je vous ai même pas parlé de son conflit interne. On pourrait se dire, pourquoi ce personnage, il va chercher, il met autant d'ardeur à aller chercher du pain? Ben voilà, je l'expliquerai parce que leur situation, ça va pas trop. Et puis une fois qu'il est arrivé chez lui, dernier coup de théâtre, sa femme, elle l'engueule, alors qu'il a eu son pain, et qu'elle lui dit, mon directeur est parti. T'étais encore avec ta maîtresse? Ouais. Justement, quelque chose qui pourrait peut-être aiguiller nos auditeurs et nos auditrices. Moi, je me rends compte que quand j'ai débuté, j'ai lu des bouquins de méthode, hein, c'est très traditionnel, et surtout, j'ai beaucoup appris en lisant les scénarios de David Lynch, notamment celui avec ce personnage qui traverse les États-Unis avec sa tondeuse, qui était juste merveilleusement bien écrit. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, quelques scénarios à conseiller à lire? Alors, pas forcément les films, parce qu'on sait qu'il y a une adaptation qui peut se faire, mais quels seraient les scénarios que tu conseillerais à notre auditoire pour les éclairer sur une bonne voie, on va dire? Bah déjà, essayez de vous attraper le scénario de Redman, du point de vue des films narratifs, j'entends encore une fois, parce que on pourrait parler des films de genre, c'est pareil, le genre implique
ces personnages, ces structures, et quand on aime un genre, on attend certaines scènes, comme le western. Si on n'a pas le duel à la fin, on est frustré. Hein. Donc ça aussi implique des choses. Donc il faut chercher les choses par rapport à ce qu'on aime. Voilà. Comme le disaient les Chinois, je crois que c'est Lao Tzu qui le dit, ce qu'on aime le mieux dans la vie, c'est ce qu'on fait le mieux. Donc là c'est pareil. Faut pas essayer de copier aussi un tel et un tel. Il faut, et on revient encore à la notion d'auteur, il faut aller à ce qu'on aime, à ce qu'on veut faire. Voilà. Donc les choix de films, il faut aller les chercher là. Si vous êtes un passionné de science-fiction, il faut aller chercher des scénarios de science-fiction et regarder des films de science-fiction. Bah, parce que c'est pareil, ils ont même les dialogues. Dans les films de science-fiction, il y a des formes de dialogue qui s'imposent. On ne parle pas dans un western comme on parle dans un film de science-fiction ou comme on parle dans un polar. Alors, je vais changer ma question. Quels sont pour toi les 10 scénarios les mieux écrits que tu aies lus? Les miens? On a le droit. Hein. On est scénaristes, on est tous égocentriques, hein, c'est le principe du scénario. C'est une blague. Moi, les scénarios de Tarantino, j'ai adoré les lire. Ils existent en livre, ils sont super. Parce que c'est là qu'on voit vraiment la structure. Beaucoup plus que dans le film encore. Alors, la liste est longue, hein, il y a plein de bons auteurs et plein de bons scénaristes derrière. Parce qu'on l'oublie aussi, ça. Généralement, regardez Tarantino, on parle que de Tarantino, mais c'est pas lui le génie. C'est le scénariste derrière, là, le Canadien, j'ai plus son nom en tête, qui avait fait un film d'ailleurs en France. Mais le film, c'est une folie, c'est une tuerie. Et là, on sent la patte. On sent la patte qu'il y a derrière les films de Tarantino. Donc, dans l'histoire du cinéma, c'est toujours pareil. On va mettre les comédiens en avant, le réalisateur et celui, quelque part, qui serait à la base de tout ça, il reste dans l'ombre. Est-ce que c'est pas mieux de rester dans l'ombre, hein? Comme dit encore Lao Tzu, c'est pas celui qui est dans la lumière qui brille. Pour conclure, peut-être la dernière question que je voudrais te poser, ça serait par rapport à justement quand est-ce qu'on arrête de réécrire? Parce que c'est toujours un sujet où on sait constamment qu'on peut faire mieux. On va tendance à réécrire, mais quand est-ce qu'on sait, enfin, qu'il faut se mettre à la page et se dire c'est bon, je vais rien toucher, je laisse mon scénario tel qu'il est? Déjà, tu dis quelque chose d'important, parce que les gens ils font souvent la confusion. Écrire, c'est réécrire. On se tape un long métrage 10 fois, 11 fois. Moi, j'en ai un, je me suis tapé 17 fois. On s'arrête quand tout est juste. Quand on trouve que tout est juste. Hein. Et surtout, quand c'est implacable, c'est-à-dire qu'à la fin de son histoire, on ne peut plus se poser de questions. On a répondu à tout. Et que le spectateur, il se posera plus de questions en sortant de la salle. Tout est résolu. Donc c'est déjà une des premières techniques pour à se dire normalement, voilà, pareil, le ressenti, tout est juste, mes dialogues sont justes, mes personnages, là, et surtout j'ai été jusqu'au bout de mon histoire, j'ai été jusqu'au bout, et j'ai travaillé avec méthode, etc. Parce que toutes les histoires, j'ai travaillé moi avec des gens comme Bernie, mon voisin, tout ça, toutes les histoires du scénariste au réalisateur qui pondrait une histoire en une semaine dans sa chambre d'hôtel, ça c'est, on crée la légende là. Ça c'est faux, ça n'existe pas. J'ai vu ça, et j'en ai rencontré et bossé avec des réalisateurs intéressants et qui avaient une reconnaissance que j'avais même pas moi. Mais même eux, ça n'existe pas, ça c'est pas vrai. Et puis surtout, faire lire aux autres. C'est-à-dire faire lire à des gens qui sont aussi des professionnels, en qui on a confiance, qui sont pas là pour vous passer la main dans le dos. Faut attendre d'une lecture, il faut le dire, rentre-moi dedans, casse-moi, faut pas hésiter, sinon ça sert à rien. Hein. Et puis à des gens qui n'ont rien à voir, et qui vont vous donner le ressenti émotionnel. Qui vont dire, là, j'ai décroché. Ça, c'est primordial s'il a décroché dans l'histoire, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, j'ai pas fait, il y a quelque chose qui va pas. Ou je me suis pas identifié au personnage. Ou je me suis identifié
à un autre personnage secondaire, là. Bah, ça, c'est grave. Ça veut dire que mon personnage principal, il vit pas assez de conflits, ou alors qu'il est passif, et que c'est un personnage secondaire qui prend sa place. Ça veut peut-être dire aussi que mon histoire, elle serait beaucoup plus intéressante si je la racontais avec ce personnage. Vous voyez, ça dit plein de choses, ça. D'où l'importance de connaître la technique, puisqu'on va pouvoir faire le lien. C'est ce que j'ai essayé de faire moi, dans le petit manuel du script docteur. C'est de faire le lien entre ce ressenti direct, là, qui soulève, qui met le doigt sur les symptômes cliniques, émotionnels, et qui nous ramène aux symptômes cliniques, c'est-à-dire cela purement technique. J'ai un ventre mou, j'ai besoin d'une scène centrale. Des fois, ça tient à rien. Ou alors, simplement rajouter du conflit. C'est-à-dire, j'ai pas ce jeu-là de plus et de moins, alors je manque de surprise. En tout cas, ça me permet de rebondir sur toute ton œuvre, Marc-Olivier, pour conclure cet épisode. Alors, je le redis à tous, on vient de passer à peu près 1h30 ensemble. Il y a beaucoup à découvrir dans le dernier livre de Marc-Olivier, une édition augmentée par rapport à la première. Moi, je t'avais découvert sur la première édition, qui m'avait beaucoup guidé sur l'écriture. Donc, je vous invite tous et toutes qui nous écoutez à découvrir cette nouvelle édition enrichie. Marc-Olivier, quand on a envie de te suivre, on te suit où, comment et quand? Alors, j'ai des sites, il suffit de taper mon nom, et puis surtout, j'ai décidé, moi, donc je l'ai fait, là, de tous ces livres, c'est pareil, de continuer, et puis, vous voyez, c'est pas pour gagner de l'argent, parce que de toute façon, quand on écrit, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Cette passation de savoir, et puis permettre surtout à ceux qui me suivent, moi, d'aller plus vite que moi, de faire des meilleures choses que moi. Moi, le plus grand bonheur, c'est quand je vois des choses qui ont été faites par mes étudiants et je tombe dedans, ça. Voilà, c'est ma plus grande satisfaction. C'est le plus grand bonheur, ça. Je donne des cours gratuitement. Voilà, ce que vous entendez là, j'ai le formule gratuitement et regarde qui veut. Voilà, et ça va continuer. Et en fin de compte, c'est le contenu de tous mes livres que j'essaye de faire en cours, qui sont filmés. D'ailleurs, beaucoup sont filmés là, il y a les panneaux là derrière. Là. Voilà. Oui, parce que je précise pour ceux qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas sur la version audio, que tu publies des cours sur ta chaîne YouTube. Oui. Donc je vais en faire de plus en plus. C'est gratuit. Et puis, parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent depuis l'Afrique, qui sont francophones, même d'Asie, etc., et qui n'ont pas d'argent, et qui ont des choses à dire. Donc la notion d'auteur, ils ont souffert, ils vont nous faire des histoires incroyables, mais ils n'ont pas la technique. Donc voilà, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Moi, ce que j'essaye, c'est d'ouvrir les portes à un ensemble de questions auxquelles il faut répondre. Si on n'a pas répondu, c'est qu'on n'a pas fait le boulot. Et si on ne fait pas le boulot, on va se faire rattraper, forcément. Et ça va se sentir où, en dernier ressort, les dialogues. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plein de problèmes, qui disent avoir des problèmes avec les dialogues. Ils n'en ont pas, en fin de compte. C'est qu'ils n'ont pas fait le boulot qu'on a évoqué, là, sur le sens, cette méthodologie de travail, parce qu'après, les dialogues, c'est la cerise sur le gâteau. Si on analyse des dialogues d'un film, et moi je suis en plein dedans, là, tous les jours, là, je vais m'y remettre après, on s'aperçoit dans les dialogues qu'une grande partie vont évoquer le problème interne du personnage. On parle que de l'interne, en fin de compte, dans les dialogues. Et il y a la partie des dialogues qui sert à l'intrigue. Mais tout le reste, c'est l'interne. C'est par les dialogues qu'on va voir l'évolution interne du personnage. Donc, encore une fois, il faut faire tout le travail avant, sinon j'ai des dialogues creux, j'ai du ressenti, ce qu'on appelle des dialogues au ressenti direct. Il n'y a pas pire. On voit ça dans le cinéma hollywoodien ou les séries qui ne disent rien, deux personnages à une table, un couple, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime. Il n'y a pas pire que ça. Par contre, s'il y a des problèmes internes qui ne peuvent pas dire ou qui ne veulent pas dire, ah oui, là, les dialogues... Rajouter de l'argent à l'amour, chers amis. Marc-Olivier, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous.
Merci à vous. Et puis, alors, pour te faire un peu d'argent, je le redis à nos auditeurs, les liens pour commander la dernière édition du livre de Marc-Olivier sont dans les commentaires, que vous nous écoutiez en version audio sur Deezer ou Spotify ou Apple Podcast, et dans les commentaires aussi sur la version YouTube. Écoute, Marc-Olivier, merci encore beaucoup. Je laisse un petit mot de la fin à Maxence. Oui, merci pour tout. En général, on conclut rapidement avec 3 petites questions. Donc, c'est des petites questions au tac au tac, petite réponse pour savoir en fait pour toi où tu te situes. Quel est ton film ou ta série préférée de tous les temps? Je vais parler de la dernière qui m'a bien marqué, Le jeu de la dame. Très bien. Le scénario que tu aurais voulu écrire? Redman. Super. Ton dernier coup de cœur cinématographique? Alors, je vais pas me souvenir du titre là, mais si peut-être Madame Wu, film taïwanais qui a été présenté à Cannes il y a 2 ans. Oh, j'ai pris une claque. Hein. La comédienne est super intéressante et en plus elle est co-scénariste du film et ça parle des problèmes actuels qu'on a aussi dans le cinéma, hein, puisque c'est l'histoire d'une comédienne qui va trouver un rôle et puis voilà. On parle des structures. La structure fait tout le sel de ce film-là. Il suffit de le regarder et là on a compris l'intérêt de la structure et novateur. La structure et c'est sur la maltraitance des femmes dans le cinéma. Super. Et je crois que c'est en tout cas c'est sur Arte. Ça passe sur Arte là. D'accord. Bon, merci pour cette dernière recommandation. Merci à toutes, chers auditeurs et chères auditrices qui nous suivez fidèlement. On a de plus en plus de belles audiences sur le podcast, donc on est très contents. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et portez-vous bien. Salut tout le monde. À bientôt. Au revoir.